On va reprendre la deuxième partie de la séance d'aujourd'hui, donc sur le Covid-19 et les enjeux de vaccination. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis très contente d'accueillir Jérémy Evart, qui est sociologue et qui est chercheur à l'INSERM et qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui travaille depuis le début de l'épidémie, mais même avant, sur les questions de vaccination, qui est vraiment un des spécialistes français de cette question et qui, en plus, fait partie de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Donc, il va nous expliquer, nous présenter ses recherches, et puis peut-être que tu pourras aussi nous dire un peu quelle est la position d'un chercheur en sciences sociales dans une commission de la Haute Autorité de Santé. Est-ce que finalement, tout ce qu'on fait, ça permet ou pas? Et personne ne le répétera et ce ne sera pas sur les... voilà, ce sera intéressant aussi d'avoir ton point de vue des limites des dialogues entre les universitaires, les chercheurs et les responsables de la prévention. Voilà. Alors, c'est pas dans le topo. C'est pas grave, tu vas pouvoir improviser, ce sera sûrement intéressant. Merci beaucoup en tout cas, Jérémy. Donc, je coupe la dernière partie pour ajouter un moment de réflexivité sur l'expertise sociale. On a sociale. 45 minutes et puis un quart d'heure de discussion. Voilà. Bon, je laisserai ça peut-être pour les questions. Non. Bon, déjà, merci beaucoup à Nathalie Bajot de m'inviter à venir évoquer les travaux existants sur les rapports au vaccin. C'est un sujet sur lequel moi je travaille depuis la précédente crise pandémique ou non-crise, suivant la définition que l'on donne du terme crise. Je veux bien sûr parler de la grippe AH1N1 de 2010, enfin de 2009-2010. Et beaucoup de choses se sont passées dans le monde des sciences sociales de la vaccination depuis. Durant cette période des années 2010, on a vu un regain d'intérêt pour les maladies infectieuses et la vaccination. Et on a notamment vu une multiplication des travaux de sciences sociales sur les rapports ordinaires au vaccin, et qui s'est encore plus intensifié pendant la période de la Covid-19. Donc là, par exemple, vous voyez à gauche, c'est l'évolution du nombre de publications annuelles dans la base de données PubMed, qui est une base de données qui recense les publications en santé. Donc c'est des publications sur la thématique des rapports à la vaccination, que ce soit les comportements ou les croyances. Et en fait, cette explosion de la recherche, il n'est pas juste international, il a aussi eu lieu en France. Donc on a notamment recensé les travaux réalisés depuis le début du Covid sur cette question-là, enfin sur tous les aspects des SHS de la vaccination dans un rapport qu'on a sorti l'année dernière et qu'on peut télécharger sur le site du réseau SHS Vaccination France. Et alors, ce déploiement de la recherche, il permet de présenter aujourd'hui des analyses du rôle des inégalités sociales dans les rapports au vaccin, qui sont beaucoup plus fines et riches que celles qui étaient disponibles avant l'épidémie de Covid-19. Mais en fait, on va voir que ce développement récent, quand on le combine aux transformations majeures que connaît le monde de la vaccination, elle soulève en fait un grand nombre de questions nouvelles pour lesquelles les chercheurs n'ont pas encore de réponse claire et définitive à proposer. Vous voyez comment je fixe le décor, je ne vais pas proposer que des réponses, je vais aussi proposer des questions. Donc pour prolonger l'exposé passionnant dont on a tous bénéficié ce matin, je vous propose de faire deux choses. Alors, moi, je vais déjà essayer de contextualiser ce qu'on a vu pendant l'épidémie de Covid. Donc, je vais comparer les résultats obtenus à propos de cette vaccination-là avec ceux obtenus à propos d'autres vaccins. Et je vais aussi comparer ces analyses-là avec les données dont on disposait avant cette crise. Et je vais notamment beaucoup m'appuyer sur des enquêtes par questionnaire auprès d'échantillons de résidents de France hexagonale qu'on a réalisés dans le cadre de projets qu'on a montés notamment avec Patrick Perretivatel et Pierre Verger pendant la crise. Mais surtout, je vais rentrer un peu plus dans la mécanique de la décision et la réflexion sur les vaccins. Et on va voir que lorsqu'on tourne le regard vers ces processus de réflexion et de décision des usagers, ce que je vais appeler les rapports ordinaires au vaccin, on voit apparaître un certain nombre de paradoxes et de lignes de front de la recherche contemporaine sur les pratiques de prévention. Et donc ma présentation, elle va s'organiser autour de la mise en évidence de trois paradoxes. Je ne vais pas les présenter. Avant ça, je vais juste pour faciliter l'exposé, c'est assez important d'avoir ça en tête, je voudrais juste insister sur une distinction qu'il faut vraiment avoir en tête. Il s'agit de la distinction qui est peut-être un peu simpliste, mais qui va être vraiment très utile pour la suite, qui existe entre ce que les gens font, que l'on peut nommer de bien des manières, mais je vais utiliser le terme comportement parce que c'est par simplicité, et ce que les gens pensent, et que je vais appeler attitude, mais il faut avoir en tête que ça couvre aussi les processus de réflexion, les indécisions, les changements d'avis, etc. Et alors, cette distinction, elle est importante parce que, en gros, ce que l'on voit, c'est que de nombreuses personnes se font vacciner malgré la persistance de doutes forts, malgré le fait qu'ils n'ont pas été convaincus de l'utilité de tel ou tel vaccin. On l'a notamment vu pendant l'épidémie de Covid-19 après la mise en place du pass sanitaire.
Et il y a plusieurs raisons à cela, hein, qui sont des raisons qui peuvent paraître évidentes, mais qu'il faut bien avoir en tête. C'est tout l'ensemble de pressions sociales qu'il y a autour de la vaccination, et notamment l'exemple le plus parlant, c'est les dispositifs de contraintes et d'obligations. Voilà. Mais la disjonction entre attitude et comportement, elle peut aller aussi dans l'autre sens. On peut être ouvert à se faire vacciner, mais ne pas réaliser l'acte, soit parce que les obstacles sont trop importants, ou que l'on oublie tout simplement, notamment quand l'intention de se faire vacciner, elle est là, mais elle n'est pas très forte, elle n'est pas très affirmée. Et ça m'amène à mon premier paradoxe. Alors, je vais commencer par m'intéresser à ce que les gens font, et qu'on approche le plus souvent par ce qu'on appelle la couverture vaccinale. Alors la couverture vaccinale, c'est quelle part de la proportion qui est visée à réaliser la vaccination. Alors je ne vais pas revenir trop longuement sur les résultats présentés par Nathalie Bajos, hein, sur l'existence d'un gradient social de la vaccination contre le Covid-19. Je vais juste me contenter de signaler que, en gros, les résultats qui ont été présentés ce matin, on les trouve dans bien d'autres études, avec différents types de données, que ce soit des enquêtes par questionnaire, que ce soit des analyses de couverture vaccinale. Donc là, par exemple, on pense notamment à l'analyse réalisée par le géographe Emmanuel Vigneron, mais aussi les travaux de Florence Desbarres, hein, qui tous les deux utilisent des données de couverture vaccinale contre le Covid pour justement montrer une disparité à la fois régionale, mais surtout sociale des couvertures vaccinales. On peut aussi évoquer les travaux de Roderer et de Ramblière, hein, qui eux se sont concentrés sur des publics très vulnérables, sans domicile fixe, immigrés, etc., qui montrent aussi que dans ces publics-là, on a eu des taux de vaccination contre la Covid beaucoup moins importants que dans le reste de la population. Et il faut aussi souligner que cette sous-vaccination des publics en bas de l'échelle sociale, elle n'est pas restreinte à la vaccination contre le Covid. On la retrouve sur d'autres vaccins au cours de cette période du Covid. Et je renvoie cela aux données de Santé publique France, ainsi qu'à un article récent sur la vaccination ROR mené par l'Observatoire régional de la santé de PACA, qui montrait notamment que les bénéficiaires de la CMU étaient moins vaccinés plus tard contre la rougeole. Donc, cet impact des inégalités sociales n'est donc pas spécifique à la vaccination contre le Covid, mais elle n'est pas non plus spécifique au contexte de la vaccination Covid, ou au contexte Covid. Elle n'est pas spécifique à la période 2020-2025. On trouve des résultats similaires avant l'épidémie de Covid, sachant quand même qu'il faut avoir en tête que, en fait, pour des raisons assez compliquées qui ont trait à comment s'organise la vaccination, les données concernant les inégalités sociales de vaccination du Covid sont peut-être les meilleures données qu'on ait eues dans l'histoire. En fait, c'est assez compliqué d'étudier les inégalités sociales de vaccination avant l'épidémie de Covid pour des vaccins comme les vaccins de l'enfance, parce que la vaccination elle est répartie entre les PMI et les remboursements par la sécurité sociale. Donc on a deux bases de données qu'on ne peut pas connecter. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup d'études qui essayent d'approcher cela, mais à chaque fois avec des méthodes différentes. En tout cas, ce que l'on trouve globalement, c'est qu'on a ce gradient social et géographique des couvertures vaccinales avant l'épidémie de Covid. Mais pourquoi ? Ah oui, notamment, alors c'est pas spécifique non plus à la France, hein, sur la droite, en fait, c'est un tableau qui est issu d'une revue de littérature systématique menée par Aurélie Bocquier avant l'épidémie de Covid, qui montrait que dans la plupart des pays, en tout cas qui publiaient les données sur ce sujet, on trouvait un gradient social de vaccination, c'est-à-dire les plus diplômés et les personnes avec les revenus les plus importants étaient davantage vaccinés. Mais alors pourquoi ? Par quel mécanisme ? Alors l'OMS elle a proposé un schéma, donc c'est le schéma de gauche, permettant d'expliquer ce poids des inégalités sociales dans le domaine de la santé. Bon, on voit la diversité des mécanismes et leur interconnexion. Je ne vais pas évidemment commenter chacun des éléments. Je vais surtout souligner quelques éléments qui sont importants, surtout dans le cas de la vaccination en France, en essayant de ne pas trop répéter ce qui a été dit ce matin. Alors d'abord, il est important d'avoir en tête que se faire vacciner, ça nécessite de mobiliser un ensemble de ressources. On pense notamment évidemment aux ressources matérielles. Alors le vaccin contre le Covid-19, il était gratuit. Mais ce n'est pas exactement le cas de tous les vaccins recommandés. En général, ils sont recommandés à 70% par la sécurité sociale, ils sont remboursés à 70% par la sécurité sociale, et les complémentaires santé remboursent la différence. Mais ça laisse la problématique de l'avancement des frais, qui reste aujourd'hui une dimension importante du non-recours aux soins en France. Il y a aussi une diversité d'autres types de ressources matérielles qui peuvent entrer en jeu, détenir une voiture pour aller se faire vacciner, un type de transport illimité, etc., etc. Mais ce qui est le plus important dans cette dimension un peu matérielle de la vaccination, c'est la question du temps et la disponibilité mentale.
En fait, notamment le circuit de vaccination qu'on a en France, notamment le circuit de vaccination en médecine libérale, il y a beaucoup d'étapes. Vous avez l'étape de la prescription du vaccin, le fait d'aller récupérer le vaccin, ensuite l'injection. En fait, tous ces éléments-là, ça laisse reposer sur les personnes qui vaccinent ou qui veulent faire vacciner un enfant la charge et le travail de penser à faire vacciner et de penser à réaliser le fait qu'on veut se faire vacciner, etc. etc. Or, la vaccination, elle entre en compétition avec tout un ensemble de choses que l'on a à faire dans le quotidien. Surtout, j'imagine que certains d'entre vous sont parents ou l'ont été. Je veux dire, quand on a des enfants en bas âge, il y a beaucoup de choses auxquelles on veut penser. Et puis parfois, comme on ne dort pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de disponibilité mentale. Donc, la vaccination, elle mobilise des ressources matérielles, mais elle mobilise aussi des ressources que l'on pourrait qualifier de culturelles. Il faut maîtriser des compétences comme les outils d'information, la langue française, l'écrit. Il faut consulter régulièrement des sources d'informations sur les questions de santé, avoir une connaissance du système de santé. Et c'est notamment ce qui a été bien illustré avec les débats pendant l'épidémie de Covid-19 autour de la plateforme Doctolib, qui a été très bien maîtrisée par les membres du public les plus aisés, ce qui leur a notamment permis d'aller prendre en fait, des rendez-vous de vaccination dans les quartiers populaires avant les personnes plus locales, comme l'a bien souligné Laure Pitti la semaine dernière. Mais le troisième élément important, c'est celui de l'offre vaccinale et la manière dont celle-ci elle prend en compte ou non ces différences d'accès et cette distance au système de soins. Donc si on prend notamment, on a de la chance, on a eu plusieurs revues de littérature qui sont sorties récemment sur les facteurs qui favorisent les fortes couvertures vaccinales, et ils soulignent plusieurs facteurs qu'on retrouve dans les pays qui bénéficient des meilleures couvertures vaccinales. D'abord, et ça c'est vraiment très important, il y a l'organisation du système de soins autour de centres de santé locaux qui constituent un guichet unique pour les problèmes de santé et les usagers, et qui associe ces interventions de santé, notamment la vaccination, à d'autres modalités de prise en charge sociale. Et ça facilite le recours au système de soins pour les usagers, ça facilite aussi la mobilisation des professionnels de santé autour de la vaccination, et donc l'organisation de campagnes de prévention comme la vaccination. Et donc ça, notamment, c'est quelque chose que fait plutôt moins bien la médecine libérale en France, comme l'ont bien montré les travaux de Géraldine Blois. Et l'autre élément crucial, c'est le développement d'actions ciblées à destination des publics les plus éloignés du système de santé. Alors ça passe notamment par des partenariats avec des acteurs des communautés visées, par exemple les responsables associatifs et religieux, mais aussi l'adaptation des modalités de communication. Par exemple, la rédaction de documents dans la langue non majoritaire du pays, qui n'est pas toujours la langue maîtrisée par les personnes, la mieux maîtrisée par les personnes que vous essayez de viser. Et ça, c'est un point d'ailleurs sur lequel on est en retrait en France, où il y a une énorme réticence à adapter les supports de communication, et notamment à communiquer dans une autre langue que la langue universelle qu'est le français. Voilà. Et donc pour terminer cette première section, je voudrais insister sur ce sujet des centres de santé locaux. Parce que leur efficacité, en fait, elle est riche d'enseignements quant à la place des comportements de vaccination. Et ces enseignements, en fait, ils peuvent rester dans les angles morts si l'on se focalise sur la vaccination contre le Covid, qui est un cas assez spécifique de vaccination nouvelle, de crise, réalisée à partir d'un dispositif exceptionnel. En fait, l'importance des centres de santé, elle a été bien montrée avant l'épidémie de Covid-19, avec notamment de nombreuses études qui montrent que le fait de faire suivre son enfant dans une PMI était associé à de bien meilleures chances de se faire vacciner. Et c'est un peu paradoxal, puisque en fait, les PMI elles sont implantées dans des quartiers qui sont généralement plus défavorisés, et ils attirent un public qui est lui-même plus défavorisé. Or, ces publics-là étaient statistiquement, en contrôlant pour de nombreux facteurs, suivant les études, ce n'est pas les mêmes facteurs, ils étaient mieux vaccinés, parfois même, que les personnes dans les quartiers les plus favorisés. Et on peut voir cela comme le produit en gros d'une facilitation de l'accès aux soins, une levée des barrières à la vaccination en quelque sorte, et c'est évidemment vrai. Mais ça ne va pas jusqu'au bout des implications à tirer de cette réalité, notamment en ce qui concerne la manière dont les inégalités sociales pèsent sur les comportements. En fait, on a tendance à penser que la manière de réduire les inégalités sociales, elle consiste à augmenter les ressources des personnes les plus favorisées, les plus défavorisées, pour les rapprocher du modèle de citoyenneté sanitaire d'usagers informés, impliqués et dotés en ressources leur permettant de faire les meilleurs choix et les traduire en action. Et c'est en fait largement vrai. Mais le succès de la vaccination en centre de santé nous rappelle aussi qu'une politique vaccinale, elle est d'autant plus efficace que l'usager a le moins besoin de s'investir dans celle-ci. La politique vaccinale, elle n'est jamais aussi efficace que lorsqu'elle est routinisée et que l'usager n'a que peu de décisions à prendre, si ce n'est de suivre la trame d'une prise en charge qui fait reposer sur le dispositif
de soins, la charge et la disposition à la prévention évoquée ce matin par Nathalie Bajos. Cette trame, en fait, elle dissout en quelque sorte la place de la décision individuelle dans ce processus en minimisant le nombre d'étapes du processus de réflexion et surtout en faisant de la vaccination une action par défaut qui ne nécessite pas forcément d'investissement cognitif, mais aussi qui dilue la vaccination au sein d'un ensemble d'autres interventions de santé. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort des tout premiers travaux de sciences sociales sur la vaccination, alors notamment une étude par interview qui a été conduite par les sociologues Marenko et Govedarica, réalisée à la fin des années 70. C'est vraiment une étude, c'est assez intéressant, c'est un moment où on s'intéresse très peu aux vaccins, on a cette étude qui émerge. Et donc ces chercheurs ont fait des entretiens avec des publics d'un quartier défavorisé de Rennes et des publics qui faisaient suivre leur enfant par la PMI locale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un public qui était très défavorisé, mais les enfants étaient vaccinés quasiment à 100%. Et ce que les sociologues montrent, c'est que ces personnes qui étaient interrogées, elles avaient une méconnaissance à peu près complète de la vaccination, elles disaient à peu près n'importe quoi, mais que le processus concret de prise en charge au sein de la PMI rend celle-ci évidente, voire même invisible, un des très nombreux actes et sujets qui sont traités en fait rapidement avec un acteur de confiance qu'on a l'habitude de voir et qui nous épargne d'avoir à nous soucier d'une chose en plus. Alors c'est une étude qui est assez difficile à trouver, il faut aller à la bibliothèque notamment du CERMES, elle est imprimée, c'est très vintage. Alors on touche, et donc ça m'amène à mon paradoxe, on touche à un premier paradoxe qui est, des politiques de prévention qui est efficace, qui est qu'elles se basent souvent non pas sur l'optimisation de la décision individuelle, mais au contraire sur sa dissolution dans des routines institutionnelles. Et dans le cadre français, donc on a un redoublement de ce paradoxe avec le fait que ça c'est quelque chose qu'on arrive à faire, mais un peu plus à destination des publics défavorisés via les PMI. Alors, la routinisation, c'est un idéal, mais évidemment, elle est rarement accomplie. Et elle est évidemment impossible dans les premiers temps d'une crise majeure comme la crise Covid-19 qui a vu donc l'introduction d'un nouveau vaccin. Et la nécessité de vacciner rapidement presque toute la population a poussé à la construction donc, d'un dispositif ad hoc et les réticences vaccinales sont évidemment apparues très rapidement comme un déterminant majeur de la couverture vaccinale. Alors je ne suis pas en train de dire que les réticences à l'égard des vaccins sont un déterminant majeur des couvertures vaccinales. Il ne faut pas prendre le propos précédent comme un retournement complet, évidemment. Donc j'en viens donc aux attitudes et à la question de l'impact des inégalités sociales sur celles-ci. Donc à nouveau, je ne vais pas répéter ce qui a été déjà très bien exposé ce matin par Nathalie Bajos, juste à nouveau souligner le fait que ce constat d'un gradient social des attitudes à l'égard de la vaccination Covid, on le retrouve dans toute une diversité d'autres enquêtes qui ont été réalisées pendant cette période, alors notamment des enquêtes auxquelles j'ai eu la chance de participer dans les projets ANR Coconel, Track Trust et Slavaco, mais aussi qui ont été bien soulignés par les enquêtes de Santé publique France, notamment une série d'enquêtes appelées Coviprev, et qui montrent qu'on trouve un gradient, qui trouve donc le même gradient social de vaccination. Alors, je pense qu'il faut aussi évoquer l'enquête de Roderer là-dessus, sur les migrants et les personnes sans domicile fixe. C'est vraiment une superbe enquête où ils ont réussi à toucher une grande partie de publics qui sont extrêmement difficiles à toucher et qu'on n'a pas justement dans le type d'enquête comme celle que j'ai encadrée et Epikov, comme l'a bien souligné Nathalie ce matin. Et donc cette enquête auprès de plus de 3000 de ces publics plus marginalisés trouvaient en fait à la fois un taux de vaccination inférieur chez eux et un niveau de réticence à se faire vacciner très important. Et par ailleurs, en fait, on trouve ce gradient social-là dans les enquêtes pendant l'épidémie de Covid. Depuis les enquêtes réalisées depuis le début de l'épidémie de Covid, on trouve ce gradient aussi sur la perception d'autres vaccins et la perception de la vaccination en général. Donc là, j'évoque 3 publications ici. Alors, on a vu ce matin le rôle des mauvaises expériences et du manque de confiance à l'égard des acteurs investis dans les politiques vaccinales. Et on a vu qu'elles se sont traduites dans des réticences à l'égard de la vaccination contre la Covid-19, et là, au-delà, pendant la crise. Et c'est une grosse partie de l'explication de ce gradient. Je vais commencer par une question. Comment ça se fait ? En fait, ça peut paraître curieux de poser cette question. La relation, elle paraît évidente. Comment pourrait-il en être autrement ? Comment pourrait-il ne pas y avoir un gradient social des attitudes à l'égard des vaccins ? Alors, c'est un artifice rhétorique, parce que vous vous doutez bien que si je pose cette question, c'est bien parce que je veux tempérer la réponse. Alors,
Donc si je pose cette question, c'est bien parce qu'en fait, de nombreuses études ne trouvent pas un tel gradient social ou trouvent une énorme variation dans l'ampleur de celui-ci. Et c'est notamment ce qui ressort des revues de littérature sur les déterminants des rapports au vaccin contre le Covid. Alors on a généralement un gradient social dans beaucoup de pays, mais il y a des pays dans lesquels on ne les trouve pas. Mais plus encore, c'est encore plus le cas, des revues de littérature sur les attitudes à l'égard des vaccins non Covid, où là on a en fait des variations énormes en termes de disparité sociale d'attitude à l'égard de ces vaccins en fonction des pays. Mais je voudrais surtout insister sur une étude française et qui mobilise les baromètres santé. Donc les baromètres santé, ce sont une série d'enquêtes par questionnaire réalisées par Santé publique France depuis 2000. Et ce sont les enquêtes en gros de référence sur les vaccins, car elles sont réalisées à intervalles réguliers, la méthodologie est très solide, et elles permettent en quelque sorte de suivre l'évolution, alors c'est à gros traits, des rapports au vaccin, à partir d'une question qui est assez simple, est-ce que vous êtes favorable au vaccin en général, et avec une deuxième question après qui est est-ce que vous vous méfiez de certains vaccins en particulier. Et donc ce qui est intéressant, c'est que donc, on voit l'évolution justement de la part des favorables au vaccin, donc c'est le graphique de droite, et là sur la gauche, alors c'est juste que les graphiques de l'article n'étaient pas très, visuels, donc je mets plutôt le résumé. Et ce qui est intéressant avec cet article, c'est qu'ils ont analysé en fait le pouvoir explicatif de ce gradient social au fur et à mesure du temps. Donc comme on a les mêmes enquêtes avec la même méthodologie de 2000 jusqu'à 2022, enfin alors là le papier il intègre jusqu'à 2021, on peut voir si en fait ces variables-là, elles ont un poids qui évolue. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils trouvent que les différences selon le diplôme et le revenu, elles sont en fait relativement faibles, voire inexistantes avant 2009. Elles se renforcent ensuite et surtout elles se renforcent à partir de 2017-2018 et pendant l'épidémie de Covid. Donc ça, c'est très important puisque ça, en fait, ça pousse à avoir une interrogation sur les conditions dans lesquelles les mauvaises expériences et le manque de confiance, bien décrit ce matin, du côté des gens en bas de l'échelle sociale, comment ces dispositions, elles se traduisent sur un sujet spécifique comme celui des vaccins. Alors dans le cas de la Covid, donc on a le pass sanitaire, on ne parle que de ça, mais il faut aussi s'extraire un peu de ce contexte-là. Et donc justement, cette question de la traduction du manque de confiance dans des dispositions à l'égard des vaccins, en fait, c'est un enjeu qui ne touche pas uniquement les personnes en bas de l'échelle sociale. En fait, c'est un enjeu crucial aujourd'hui d'explication de ces évolutions des rapports au vaccin. Parce que, en fait, quand on voit cette évolution, elle ne correspond pas à ce que l'on sait des évolutions, en fait, en quelque sorte historiques de la confiance. En France, par exemple, si vous prenez la défiance à l'égard des politiques, c'est un lieu commun qui est largement répandu, et si des transformations il y a eu, elles datent de bien avant les années 2000. Je renvoie notamment aux travaux de Anne Muxel et de Daniel Gaxi. Pareil sur les rapports à la science. Si transformations il y a eu, elles datent des années 80. Je renvoie aux travaux de Daniel Bois. Du côté des données que l'on a sur l'évolution de la confiance dans les acteurs de santé, alors elle ne remonte pas très loin, on commence à en avoir au cours des années 2000, on n'a pas d'évolution majeure sur cette période-là, avec la seule exception de la première année du Covid, l'année 2020. Donc ça suggère que les dispositions à la réticence vaccinale, elles étaient déjà largement là, elles étaient déjà largement partagées, bien avant que l'hésitation vaccinale se développe autant et que l'on trouve ce gradient social. Et c'est donc le second paradoxe que je voulais souligner et que l'on peut appeler le paradoxe de l'acceptation malgré la défiance. Alors je ne suis pas très satisfait de l'expression que j'ai trouvée, mais je n'ai pas trouvé mieux. Ici, c'est l'acceptation vaccinale malgré la défiance institutionnelle. Ce paradoxe, il réside dans le fait qu'une grande partie des personnes qui ne font pas confiance aux décideurs politiques et aux autorités de santé épargnent les vaccins de leur regard critique, de leur doute, de leur méfiance. Ou au moins, ils ont une confiance suffisante pour épargner certains vaccins et ou pour se laisser finalement convaincre. Alors ce paradoxe, il a déjà été bien décrit dans de nombreux travaux, notamment ethnographiques, réalisés avant l'épidémie dans différents pays. Et on a notamment des travaux réalisés en France, je pense notamment aux travaux de Patrick Peretti-Vatel. Mais je vais l'illustrer avec un tableau, souvent ça marche mieux comme illustration. Ce tableau il présente les résultats en fait, d'une vague d'enquête qu'on a réalisée en juillet 2021. Et on voit ici, donc, je crois que
Non, j'ai pas. Donc sur la gauche, en fait, on a demandé aux personnes, aux répondants, s'ils avaient confiance dans les agences gouvernementales en charge de réguler les risques de santé. Alors, on voit d'ailleurs qu'on a une part assez faible de répondants qui répondent oui, hein, puisque vous voyez 5% plus 34%, ça fait 39%. Donc c'est une part assez faible. Et dans l'enquête, on a aussi posé des questions. Alors la question de Santé publique France, est-ce que vous êtes favorable au vaccin en général? On a aussi demandé l'intention de se faire vacciner et le fait d'être vacciné, mais aussi est-ce qu'ils sont favorables au vaccin contre l'hépatite B, vaccination contre la rougeole, vaccination contre la grippe et vaccination contre les HPV. Et quand on fait le croisement, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on voit que même chez les personnes qui se disent pas du tout confiants dans les agences de santé, en fait, la traduction dans une attitude défavorable à ces vaccins-là, elle est minoritaire. Je prends un exemple, hein, on a seuls 39% des pas du tout confiants Non, on a 38% des pas du tout confiants qui se disent défavorables au vaccin en général. Et surtout, on n'a que 13% d'entre eux qui se disent défavorables au vaccin contre la rougeole. Alors ça, c'est une spécificité française. Hein. On a très très peu d'hésitation vaccinale à l'égard du vaccin contre la rougeole, alors que dans les pays d'à côté, c'est le vaccin qui attire le plus de réticence. Et ce paradoxe, il renvoie en fait à des analyses classiques, hein, celles de Ulrich Beck et Anthony Giddens, hein, sur en fait la place de la confiance dans l'expérience en fait de la modernité. Alors l'idée, c'est que le développement de l'innovation, la complexité de la régulation des produits et la multiplication des controverses qui en fait est nécessaire du fait de ces transformations structurelles, elles font que la conscience de l'existence des risques et de l'imperfection de leur régulation, c'est quelque chose avec lequel tout le monde doit vivre. Et l'enjeu devient sur quel sujet, technologie, intervention, sur quel sujet doit-on être vigilant parce qu'il est impossible de se méfier de tout. Et c'est sur ce point que les mobilisations, les débats publics, l'actualité médiatique sont cruciaux. Cette émergence de controverses, cette capacité en gros d'acteurs à signaler le fait que sur ce sujet, c'est un sujet sur lequel il faut se méfier, eh bien, ça attire l'attention vers tel ou tel sujet. Et je pense que c'est assez bien illustré par le cas de la vaccination. L'évolution des attitudes, elle correspond, soulignée par les baromètres santé, donc c'est en haut, elle traduit l'émergence de débats publics sur la sécurité des vaccins. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les controverses publiques très visibles sur la thématique des vaccins, c'est une réalité très récente en France. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, en Angleterre, etc., qui ont des controverses dès le début du XXe siècle, des controverses majeures dans les années 70 et 80. En France, la première grande controverse vaccinale, c'est la controverse autour de la vaccination contre l'hépatite B, c'est à la fin des années 90. Et on a surtout une multiplication à partir de l'épidémie l'épidémie de grippe H1N1 de 2009, avec notamment l'émergence de débats autour de l'usage de l'aluminium dans les vaccins, la vaccination contre le HPV, l'usage de vaccins multivalents, et ça amènera d'ailleurs à l'extension de l'obligation vaccinale en 2017-2018. Et donc ça, mais ça commence à l'écart. Ah, pardon. Est-ce que je déduis ces 15 secondes de ma présentation? Et donc voilà, cette émergence des controverses, ça a l'air d'être un élément essentiel pour expliquer. Alors, donc, vous voyez, c'est à la fois la temporalité de cette évolution des attitudes favorables ou pas, mais ça correspond aussi à une temporalité donc, de renforcement de ces disparités sociales. Parce que ces controverses, elles émergent le plus souvent parce qu'on a des collectifs de personnes qui se pensent victimes d'événements indésirables, qui sont souvent accompagnés de médecins et de chercheurs et se mobilisent pour rendre public ce qu'ils pensent être des problèmes dans ces recommandations vaccinales. Et leur discours, c'est à la fois un discours médical sur est-ce que ce vaccin cause tel ou tel risque, mais ce sont aussi des discours qui sont connectés aux considérations notamment évoquées ce matin par Nathalie Bajos, la question du mauvais traitement, notamment la marginalisation de la voix des femmes, la question des stigmatisations des minorités, et des discours beaucoup plus généraux sur en fait, l'insatisfaction que l'on peut avoir vis-à-vis de la régulation des produits de santé. Et par ces mobilisations, par leur capacité plus ou moins grande à toucher un large public, ces arguments vont pouvoir à la fois toucher un public donc plus ou moins large, mais aussi ils vont être jugés plus ou moins convaincants, avoir plus ou moins de résonance en fonction de si les personnes ont déjà été sensibilisées à ces questions, et notamment si elles ont déjà eu des mauvaises expériences dans le système de santé, elles ont déjà eu des mauvaises expériences avec les guichets de l'État, etc., etc. Et
Donc l'émergence de grands débats sur les vaccins, c'est donc un élément crucial pour que les inégalités sociales se reflètent dans les perceptions vaccinales. Mais je vais même renforcer ça. Je voudrais évoquer un aspect particulier de ces débats qui a pu encore renforcer ces logiques. Ces logiques de différenciation sociale. En fait, dans les années qui ont précédé la crise, et encore plus durant celle-ci, on a vu les personnalités politiques prendre part à ces débats, ce qui n'était pas une réalité avant. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des controverses vaccinales, elles opposent généralement en fait, des acteurs qui en fait, essayent de s'éloigner au maximum des acteurs politiques pour éviter la récupération, passer pour être scientifique, objectif, en faveur du bien commun. Mais à partir de 2017, on a de plus en plus donc, des représentants de partis politiques qui intègrent cette question de la vaccination dans en fait, la compétition partisane. Et évidemment, pendant l'épidémie de Covid, c'est une logique qui a été particulièrement marquée. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on retrouve cela, c'est reflété au niveau en gros, des rapports du public, puisque alors, on a très peu d'enquêtes qui permettent de tester cela avant l'épidémie du Covid, mais il y en a quelques-unes, donc j'ai essayé de les recenser toutes. On commence à voir, ce qui est sûr, c'est que pendant la grippe H1N1, par exemple, on n'a pas de différence politique de rapport à ce vaccin. Ensuite, on n'a pas d'études, mais par contre, dès qu'on commence à avoir une première étude qui permet réellement de tester ça à partir de 2018, là, on voit en fait un gradient politique des rapports au vaccin. Mais surtout, l'épidémie de Covid, c'est le moment où on a pu vraiment explorer cela. Donc là, je vous propose notamment, donc là sur la gauche, c'est en fait une étude qu'on a faite en compilant 33 enquêtes par sondage réalisées par les instituts de sondage, mais aussi par des chercheurs qu'on a regroupés en 6 grandes périodes pour étudier en gros l'évolution de la politisation des rapports au vaccin, et donc notamment la politisation entendue au sens partisan, c'est-à-dire proximité partisane, de quel parti vous vous sentez plus ou moins près. Et ce que l'on voit, c'est que durant toute la période, les personnes qui se sentent proches des partis qui sont très à gauche de l'échiquier politique ou très à droite de l'échiquier politique, mais aussi, et ça j'insistais là-dessus, les personnes qui ne se sentent proches d'aucun parti politique, donc qui sont vraiment plus éloignées du système politique, tout le long, ce sont leurs intentions de vaccination ou leur vaccination réelle, elle est inférieure à celle, notamment à celle de ceux qui sont proches des autres partis, et surtout, à l'inverse, du côté de ceux qui se sentent proches du parti du centre, on a une survaccination qui est énorme. Voilà. Donc là, c'est du tri croisé, hein, c'est sans contrôler pour les facteurs. Évidemment, on a aussi mis ça dans des régressions qui permettent de contrôler pour des facteurs. Et en fait, ça, c'est très significatif. Ça veut dire que ça, on l'observe, non pas juste parce que les partis du centre attirent un public plus âgé, plus éduqué, plus riche. C'est même si on contrôle pour ces facteurs-là, ces différences politiques, on les observe. Et là, sur la droite, c'est une autre étude qu'on a menée cette fois-ci à partir d'enquêtes réalisées en 2021 et 2022, qu'on a mises ensemble pour avoir un gros échantillon. Et on a voulu explorer d'autres aspects des rapports aux politiques. On a notamment en fait un score alors qu'on a appelé confiance institutionnelle, mais qui intègre dedans des acteurs politiques, notamment confiance dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, etc. Et on a un score, alors ici c'est political sophistication, c'est le concept en anglais, ça désigne en gros le degré d'engagement politique qui intègre à quel point vous êtes intéressé par la politique et à quel point vous votez par exemple. Et ce que l'on voit, c'est que même en contrôlant pour beaucoup de facteurs, ces facteurs-là, ils sont très importants, c'est-à-dire les personnes les moins engagées politiquement sont beaucoup plus réticentes et les personnes qui ont le plus de défiance institutionnelle sont les plus réticentes, mais on voit aussi que, par exemple, la proximité partisane reste un facteur significatif dedans. Ah oui, je n'ai pas parlé des outcomes. Là, c'est une typologie. Alors, c'est important d'avoir cette typologie en tête parce que je vais la réutiliser après. En gros, dans toutes ces enquêtes, on a posé 5 questions. Est-ce que vous êtes favorable au vaccin en général? Est-ce que vous êtes favorable au vaccin contre la rougeole, contre l'hépatite B, contre la grippe et contre les HPV? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une typologie. On a ceux qui sont favorables à tous les vaccins, qu'on va appeler les non-hésitants. On a ceux qui sont favorables au vaccin en général, mais qui vont douter de au moins un de ces vaccins-là. Donc on les a appelés, je ne sais plus comment on les appelait, pro-vaccins, mais sélectivement hésitants. Et on a les personnes qui sont défavorables au vaccin en général. En termes de répartition, un défavorable au vaccin, c'est autour de 20%. Défavorable à certains vaccins, mais pas à la vaccination en général, on est autour de 35%. Et non hésitant, on est autour de 45%. C'est quelque chose qu'on trouve de manière relativement stable dans les différentes enquêtes. Voilà. Et donc on observe ces différences de perception sur des vaccins qui ne sont pas des vaccins Covid, selon des différences de perception, selon en fait, les rapports à la politique. Et donc ces résultats-là, ils soulignent le fait que la vaccination, elle a été prise dans les transformations du champ politique et du champ médiatique. Et cette politisation, elle est importante parce que ça veut dire qu'on a un redoublement des logiques d'inégalité, puisque les inégalités de santé vont se recouper avec des inégalités politiques. Mais à nouveau, je voudrais rappeler le fait que ces différences politiques-là, on ne les observe pas
avant 2018. Ce qui me ramène à mon point de l'importance justement de ces mobilisations et de ces débats publics pour activer cette disposition pour qu'elle se traduise sur le sujet spécifique de la vaccination. Et alors, cette référence au débat public, elle nous amène à la question qui est cette fois-ci très épineuse. Enfin, bon, vous me direz peut-être que les questions précédentes étaient elles aussi épineuses. La question épineuse des pratiques informationnelles. Alors, vous devez peut-être être étonné que j'ai jusque-là très peu parlé donc, des connaissances médicales des personnes, de leur capacité à comprendre l'information vaccinale. Voilà, notamment parce qu'on entend constamment l'idée que les doutes du public ils s'expliquent par le manque de culture scientifique. Alors, le gradient social de la vaccination serait ainsi un gradient de compétences culturo-cognitives, en quelque sorte, de capacité à trouver de l'information de qualité, à situer les différentes sources d'information, à identifier les critères de crédibilité. Alors, on a vu donc, dans la première section que cette question de la compétence culturelle, notamment la capacité à naviguer dans le système de santé, c'est un facteur qui facilite la réalisation de l'acte vaccinal. Mais on va maintenant voir que cet enjeu il est plus complexe lorsqu'il s'agit de penser les jugements sur les vaccins. Et il s'agit d'ailleurs aujourd'hui d'un des principaux fronts de la recherche sur ce sujet, donc je voudrais vraiment m'excuser par avance pour l'absence de certitude qui va se dégager de la fin de mon intervention. Mais le fait d'ailleurs que je ne puisse pas clairement vous répondre sur ce sujet, c'est en soi particulièrement significatif. Ça illustre les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui lorsqu'on essaye de penser les rapports à la santé dans un contexte de circulation large de discours contradictoires. Alors, déjà, on va commencer par souligner le fait que, quand même, il y a des arguments en faveur de cette explication par la compétence culturelle. Alors, on a évoqué plutôt le rôle du diplôme. Clairement, le diplôme est associé à davantage de vaccination, des attitudes plus favorables. Donc, on a vu ça ce matin, on l'a évoqué aussi. On a aussi, alors là, c'est dans certaines enquêtes qu'on a coordonnées, on a aussi intégré des questions qui sont plus spécifiquement construites pour approcher la capacité des personnes à naviguer dans le système de santé, ce qu'on appelle la littératie de santé. Donc, par exemple, dans le tableau de gauche, c'est un travail qu'on a réalisé notamment à partir d'items qui ont été créés par Julien Mancini. Ce sont des items de littératie de santé. Et donc, c'est une enquête qui a été réalisée en juillet 2021. Et donc, on posait un certain nombre de questions sur la capacité à naviguer dans le système de santé et on a réparti les répondants en quintiles. Donc ceux qui en fait, ont la capacité la plus grande et ceux qui ont la capacité la plus faible. Et on a regardé justement les croisements avec la typologie des rapports au vaccin que j'ai évoqué avant. Et donc en contrôlant pour différents facteurs, notamment le diplôme, on voit que la littératie, effectivement, donc là c'est le carré de gauche, la littératie, donc le tableau de gauche. Donc la littératie, on voit que c'est très significatif, notamment pour distinguer ceux qui n'ont pas d'hésitation avec ceux qui ont une hésitation, des formes d'hésitation, qu'est-ce qu'elle soit. Alors, on peut aussi évoquer le fait, on a aussi fait une autre enquête dans laquelle on n'a pas utilisé des items de littératie en santé, mais de littératie scientifique. On demandait aux gens, en fait, quasiment un questionnaire de connaissances, etc., et on trouvait des résultats significatifs. D'accord, donc il y a quand même, c'est clairement quelque chose qui fait partie de l'explication. Mais on a aussi des indices très forts qu'il faut tempérer l'enthousiasme actuel pour ce type d'explication. Et surtout, l'enthousiasme pour les formes d'explication qui réduisent cette compétence culturelle à son volet, en gros, le plus cognitif, c'est-à-dire une somme de savoir et de capacités cognitives. D'abord, il faut souligner le fait que donc ces variables qui essayent d'approcher cette littératie, elles perdent généralement beaucoup de leur pouvoir explicatif dès lors que l'on intègre la confiance dans l'analyse. Alors là, on voit par exemple dans le tableau de gauche, donc c'est la même régression, sauf qu'on a ajouté en fait une variable composite sur la confiance dans le système de santé. Et on voit que, d'accord, la variable littératie reste significative, mais déjà, en fait, on voit surtout une distinction entre ceux qui en ont vraiment, vraiment beaucoup par rapport aux autres, et surtout, les écarts sont bien moindres. Et la significativité disparaît complètement pour distinguer les défavorables au vaccin en général et ceux qui se méfient que de certains vaccins. Mais cette logique-là, elle est
encore mieux illustré par donc, le travail que j'ai déjà évoqué sur les rapports politiques, qui est intéressant parce qu'il est plus large. Et là, ce que l'on voit, c'est que par exemple, si vous faites une régression simple avec uniquement les dimensions sociodémographiques, l'éducation, c'est plus. C'est vraiment, on a des différences très fortes. Par contre, dès lors que vous intégrez la proximité partisane, le degré d'engagement politique et la confiance, eh bien là, en fait, la variable éducation, elle disparaît même complètement, elle n'est plus du tout significative. C'est-à-dire que, en fait, les différences que l'on observait en fonction du diplôme, en fait, elles cachaient des différences, des différences de niveau d'engagement politique, etc., etc. On n'est pas les seuls à avoir trouvé ça. D'ailleurs, Epikov trouvait la même chose, puisque dans Epikov, il y avait des questions sur la confiance dans le gouvernement et dans les scientifiques pour la gestion de la Covid. Et si vous regardez donc, dans les publications, chaque fois que ces items-là étaient intégrés, enfin ces variables-là étaient intégrées dans une régression, pof, l'impact du niveau du diplôme diminuait drastiquement. Donc, si les plus diplômés et les plus compétents sont donc moins hésitants, c'est donc principalement parce que ce sont aussi des personnes qui ont des attitudes beaucoup moins critiques à l'égard des acteurs de la santé publique et des acteurs politiques. Alors, ensuite, peut-être un peu plus rapidement, il faut souligner aussi le fait que, donc le diplôme, ça protège, mais c'est loin d'être un bouclier parfait. Alors, il faut vraiment souligner le fait qu'aujourd'hui, en France, avoir une forme ou une autre de réticence vaccinale, c'est tellement répandu, c'est normal. C'est normal au sens statistique du terme. L'hésitation vaccinale, surtout dans ses formes les moins radicales. Alors, je vais donner 2 exemples à cela. Par exemple, dans l'étude d'avant où on utilisait la littératie en santé, on observait par exemple que même dans le quintile de personnes qui ont un niveau de littératie le plus important, on n'avait que 52% des répondants qui n'étaient pas du tout hésitants. Donc ça veut dire que même parmi eux, on a au moins quasiment la moitié qui avaient des doutes ciblés sur un vaccin ou d'autres. Voilà. Le second, donc, qui est plutôt bien illustré ici, c'est l'évolution donc, des intentions de vaccination. Donc c'est à nouveau l'étude, les 33 études que l'on a mises. Là, on a la répartition des intentions de vaccination en fonction du diplôme, et on voit que, alors, le diplôme notamment, alors, le gris, c'est un mauvais label. En fait, c'est Bac+3 et plus. Et donc, ce que l'on voit, c'est que le fait d'avoir Bac+3 et plus protège en partie contre les intentions de vaccination. Par contre, ce que l'on trouve quand même, c'est qu'à l'approche du lancement de la campagne de vaccination, on a autour de 40% des personnes qui ont Bac+3 et plus qui, en fait, n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Et là, sur la droite, par exemple, on trouve ça aussi dans l'étude d'Epikov. Là, si on se focalise sur les Bac+5, on a autour de 30% dans cette période-là qui ne comptent pas se faire vacciner. Alors, on est d'accord, 30%, c'est... Comment dire, 30% c'est beaucoup moins que 60% que l'on trouve au-dessus. Par contre, c'est quand même une portion assez significative et qui, justement, doit nous interroger sur ce pouvoir donc, du diplôme de la connaissance comme protection contre l'hésitation. Mais le troisième type d'indice, la conclusion est courte. Le troisième type d'indice, c'est peut-être le plus important, notamment pour ses implications théoriques. Et le troisième type d'indice, c'est le fait que les femmes ont tendance à être plus hésitantes que les hommes. Alors, il y a une longue littérature sur cette hésitation vaccinale chez les femmes, donc j'ai mis un certain nombre de réflexions ici. Mais ce qui est important, c'est le type des raisonnements qui est mobilisé dans ces travaux. Et c'est un type de raisonnement qui va à l'inverse de cette explication par la compétence. En fait, cette plus grande réticence, elle est plutôt fondée, au contraire, sur la plus grande propension des femmes à s'investir sur les questions de santé, à s'y intéresser, à se sentir habilitées à avoir un avis, à passer du temps à s'informer, à connaître une diversité de sources d'informations sur les sujets de santé, à emmagasiner des informations médicales pour justement répondre aux médecins, etc. etc. Donc ces dispositions qui devraient les amener vers une disposition plus favorable à la guerre de la vaccination, elles jouent au contraire, notamment parce qu'elles les rendent plus susceptibles à la fois de croiser des discours critiques des vaccins, mais aussi à y voir un écho, parce qu'elles vont saisir les références aux scandales médicaux passés, scandales médicaux qui soient réels ou faux. En tout cas, cet écho, il sera là. Elles vont aussi être plus susceptibles d'avoir déjà entendu parler de cette thématique des inégalités sociales de santé, de la stigmatisation, de la discrimination, etc., etc. Et ces thématiques, elles ont plus de chances d'avoir un écho chez elles. Et donc ça m'amène à mon troisième paradoxe, c'est que cette réticence vaccinale chez les femmes, elle soulève le fait que dans certains cas, c'est au contraire le fait même de disposer des ressources
qui favorisent la susceptibilité au discours critique des vaccins. Et alors notamment, l'existence de formes d'hésitation vaccinale très compétentes, si on veut dire, elle a été bien soulignée notamment dans un article mené par Patrick Peretti-Vattel, dans lequel il est souligné le fait que en fait, la logique d'investissement dans la santé, ce qu'on appelle souvent healthisme ou santéisme dans la littérature, lorsqu'elle est combinée avec une confiance limitée dans les acteurs de santé publique, elle peut donner autant de réticence que l'absence d'investissement. Donc voilà, donc on voit ça dans ce schéma-là, où on voit à la fois des formes non expertes d'hésitation et des formes expertes d'hésitation, mais aussi à l'inverse, des formes non expertes d'adhésion, donc c'est peut-être ce que j'ai évoqué dans la première partie, et des formes expertes d'adhésion. Alors comment est-ce qu'il est possible que la compétence culturelle joue contre la vaccination ? Alors c'est une question qui est compliquée, je voudrais juste en dire en quelques mots. En fait, on se trompe sur la nature de la désinformation en santé. On présente la désinformation en santé comme s'il y avait une différence en quelque sorte absolue, visible à l'œil nu, entre les informations fausses et les informations vraies. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Il y en a qui reflètent beaucoup plus la réalité scientifique que les autres. Par contre, quand les acteurs de la santé publique communiquent sur les vaccins, ils transforment leur mode de communication pour l'adapter à ce que c'est qu'une communication moderne via des canaux de diffusion. Et de la même manière, les critiques des vaccins, qu'est-ce qu'ils font ? Lorsqu'ils critiquent les vaccins, ils imitent les modes de communication de la légitimité scientifique. Ça passe notamment par mettre en avant les chercheurs et les médecins. Ce qui fait que lorsque vous regardez les personnes qui sont hésitantes, on le voit notamment lorsque vous adoptez une démarche par entretien qualitatif, les personnes hésitantes, ils ont réellement la perception qu'il y a une controverse scientifique. Et la perception qu'il y a une controverse scientifique. Le fait de croire l'un plutôt que l'autre, in fine, ça va reposer sur la confiance que l'on accorde ou non aux institutions qui sont en charge de réguler et recommander les vaccins. Et le fait que le type de source d'information que l'on consulte par ailleurs nous signale le fait que tel ou tel vaccin fait partie des sujets problématiques sur lesquels il faut être vigilant. Et donc, à la question des connaissances, il faut donc substituer plutôt celle des régimes informationnels. Quelles pratiques d'information les personnes ont, quels usages ils ont des informations qui les croisent, et ça renvoie à une topologie sociale plus large qui structurée par les inégalités et tensions sociales. Et en fait, pourquoi ? Parce que les régimes informationnels, ils participent de pratiques culturelles qui sont socialement situées, qui renvoient à des sociabilités et des socialisations de classe, de genre, de race. Et malheureusement, la littérature aujourd'hui sur la désinformation, et c'est pour ça que je termine sur quelque chose qui est plus, en quelque sorte, un chercheur qui râle, la littérature sur la désinformation, elle s'est largement focalisée sur la question des connaissances, de l'éducation, des capacités cognitives, et ce qui a conduit en quelque sorte à une dissolution de la thématique des inégalités sociales. Et donc je vais conclure là-dessus, qui est sur ce sujet du traitement des inégalités sociales et des pratiques culturelles. En fait, on ne pourra pas comprendre les enjeux spécifiques de la désinformation aujourd'hui. Alors, je vais utiliser le terme désinformation avec des guillemets, mais c'est plus simple pour vous voyez de quoi je parle. On ne va pas pouvoir comprendre ça, ni le rôle des réseaux sociaux, à partir d'une perspective qui est uniquement centrée sur les dimensions, en gros, de savoir et de capacité cognitive. En fait, il faut vraiment replacer ces dimensions dans un cadre d'analyse plus large qui articule une réflexion sur les inégalités sociales et les pratiques sociales, les pratiques culturelles, mais aussi qui articule à une analyse fine de la transformation des espaces médiatiques contemporains, avec notamment en fait, l'émergence de médias mainstream, je veux dire de grande écoute, qui ont aussi une capacité à peser sur l'agenda médiatique, d'extrême droite, qui ont largement diffusé des fausses informations en santé, on l'a particulièrement vu pendant l'épidémie de Covid. Et c'est important parce que si on ne fait pas ça, en fait, on ne peut que retomber encore et encore sur des tropes qui assignent le public à l'irrationalité, à la déraison, et ce sont des tropes qui participent davantage au problème qu'à la solution, en renforçant en fait ce fossé perçu entre les décideurs et le public des politiques publiques. Merci pour votre attention.